Vous le savez bien, le gardien doit parfois encaisser des chocs, mais autant ne pas les sentir passer. C'est pourquoi Decathlon a pensé à nous avec son sous-maillot de protection dédié aux gardiens. Vêtements hyper respirants, mousse de protection au coude et toujours avec une totale liberté de mouvement. C'est le sous-maillot parfait conçu par des gardiens pour les gardiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien du sous-maillot dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Decathlon de soutenir le podcast et de vous proposer ce nouvel épisode. Au départ, quand tu y penses, tu te dis oui, c'est vrai que tu es préconvoqué, tu dois jouer une Ligue des Champions, tu te blesses, tu as l'impression de perdre tout d'un coup. Mais en soi, bizarrement, ça m'a permis à chaque fois de passer un palier supplémentaire. C'est bizarre, mais c'est comme ça, je sais pas comment l'expliquer. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, direction les bords de la Garonne pour retrouver un portier qui a surtout brillé dans le sud-ouest de la France, que ce soit à Toulouse ou à Bordeaux, jusqu'à devenir international français, même si c'est à l'Olympique de Marseille qu'il a été formé. Il est d'ailleurs l'un des rares gardiens formés au club et y avoir joué en Ligue 1. Bonjour Cédric Carasso. Bonjour Alexandre. Des blessures aux parades, des prêts en 2e division à la Ligue des Champions, de Marseille à Bordeaux, de Barthez à Mandanda, d'Avignon à l'équipe de France. On va retracer tout ton parcours en France, dans ces années où tu étais l'un des gardiens emblématiques du championnat. Mais avant ça, première question, je la pose à tous les invités. C'est quoi un bon gardien aujourd'hui, en 2025 ? Waouh, un bon gardien, c'est surtout le gardien qui se fond dans une équipe et qui est capable aujourd'hui d'être autant gardien que joueur. C'est vrai, le poste a énormément évolué. Donc, c'est vrai que les caractéristiques du gardien aujourd'hui sont pas mal transformées par rapport à il y a quelques années. Mais c'est avant tout un gardien, mais aussi un joueur. Donc, c'est vrai que c'est le gardien-joueur est le bon gardien aujourd'hui. Et toi, comment t'es devenu gardien de but les premières fois quand t'étais enfant ? Les premières fois, c'était vraiment une envie. Au départ, quand on est jeune, on joue un peu partout, un peu dans le but, un peu dans le champ. Ça se passait bien aussi dans le champ, mais c'est vrai que dans le but, j'ai beaucoup aimé ça. Et dans mon club de village, ce qui s'est passé, c'est que je jouais pas mal gardien de but. Et l'équipe au-dessus, la catégorie plus âgée, avait besoin d'un gardien ce jour-là. Je me suis mis dans les buts, j'ai fait un entraînement avec l'entraîneur, il m'a dit non mais ça se passe super bien, viens avec nous. Premier match comme ça et c'est resté depuis gardien de but, donc j'ai adoré ça. Voilà, et qu'est-ce qui te plaisait ? Parce que la première fois c'est un peu une opportunité, mais après qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans le poste ? Mais c'est vraiment de se jeter, d'aller chercher les ballons, d'essayer d'être le dernier rempart, d'être décisif à notre façon, parce que c'est toujours une façon particulière d'être décisif pour le gardien de but. Et ça m'a permis, moi, de m'épanouir à ce poste-là. Et en parlant de gardien, si je te dis le 3 décembre 2014, waouh, est-ce que ça te dit quelque chose ou pas ? 3 décembre 2014. Honnêtement, d'habitude, j'ai une bonne mémoire des dates. Là, je crois que tu viens de me poser une toute petite colle. 3 décembre 14. C'est un match de Ligue 1. Oui. Je vais te donner les 2 clubs, je pense que ça t'aidera un peu plus. Oui. Metz-Bordeaux. Ah oui, d'accord, ok, j'y suis. Il faisait très froid ce jour-là. Oui, à Metz, au mois de décembre. Il faisait froid et un match tendu en plus. Oui, non, ça a été le match que j'ai fait contre mon petit frère. Donc c'est vrai que lui était gardien du FC Metz. Et ça avait été un match vraiment tendu parce qu'on fait 0-0. Je crois que j'arrête un penalty à la 92e ou un truc comme ça. Penalty de Malouda à l'époque. Et non, c'était un super souvenir parce que c'était
c'est une histoire de gardien, de famille, et voilà, donc d'avoir pu jouer contre, ça reste un très bon souvenir. Et justement, est-ce que vous échangez? Est-ce que vous parliez de ça, du poste? Est-ce que ça a pu jouer dans vos carrières respectives d'échanger sur cette... On avait de l'échange, mais en dehors, on va dire, des temps et du poste en lui-même. On pouvait échanger sur une globalité, mais ce qui était important, c'est que chacun ait sa personnalité. C'est toujours difficile au départ de passer derrière le grand frère. Donc, il s'est créé sa propre carrière, sa propre histoire, son propre style, mais on avait plus des discussions globales que essayer de refaire une copie de ce qui était bien fait par le grand frère, quoi. Et toi, quand tu étais le grand frère et que... Alors, il y a ce match-là, vous avez joué l'un contre l'autre, mais avant, vous aviez eu des moments où vous étiez en même temps au moins sur l'échauffement ou sur des feuilles de match. Oui. Est-ce que c'était des moments particuliers pour toi? Ouais, pour moi, ça a été le plus particulier, c'est quand je l'ai vu rentrer à l'échauffement. Alors, à cette époque-là, c'était un match de Coupe de la Ligue avec Marseille contre Montpellier. Donc, il était encore à Montpellier. C'était, ça m'avait fait bizarre de le voir rentrer sur un terrain où moi, j'étais gardien titulaire d'un des plus grands clubs en France. Donc, il y avait ce côté émotionnel où le petit frère, il est là, quoi. C'est cool. Et franchement, c'était des belles aventures. Il y a eu aussi un rassemblement, moi en équipe de France et lui en équipe de France Espoir, où on s'est retrouvés en même temps à Clairefontaine. Donc voilà, il y a quelques petits points de rapprochement qui étaient assez sympas. On va maintenant parler de ta carrière à toi, de ta formation à l'Olympique de Marseille. Avant ça, voilà, tu le disais, tu es dans la région d'Avignon, tu joues un peu à 10-11 ans gardien de but. Comment tu arrives à l'Olympique de Marseille? Comment ça se fait? Ça se goupille? Clairement, alors moi je suis dans mon petit village, vraiment un petit village qui s'appelle Mayenne, qui est à la limite Bouches-du-Rhône, Vaucluse. Rapidement, dans les catégories de jeunes, je pars vers 9-10 ans sur Avignon. Avignon qui avait quand même des structures bien faites, avec un petit historique jusqu'en Ligue 2 à cette époque-là. On avait des super éducateurs et c'est vrai que une génération dorée, vraiment, où une équipe de jeunes entre 10 et 13 ans, on a fait des choses incroyables à notre niveau à nous, à Avignon, où on est allé faire des saisons où on avait gagné tous nos matchs, des saisons où on a gagné des tournois contre des clubs pro. Enfin, et plus ou moins tout le monde de cette période-là est parti dans des centres de formation. Et moi, je suis repéré à cette époque-là par l'Olympique de Marseille pour faire des essais chez eux. Donc, j'ai fait un spécifique gardien plus 2 entraînements. Et il me demande d'être là pour l'année prochaine, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de centre de formation. Donc, une première partie où il y a eu pas mal de sacrifices de fait sur pas mal de choses, où je faisais les allers-retours de chez moi à Marseille 3 fois par semaine pour jouer à l'Olympique de Marseille. Dans le cursus, il y a, moi je ne me souvenais plus, il y a ce prêt à Crystal Palace. Ouais. Pourquoi ce prêt? Et tu étais très jeune au moment-là. Est-ce que tu n'as pas eu peur de pas te brûler les ailes, mais c'était le championnat anglais, ça pouvait être un moment charnière? Alors c'est un bond en avant. Il faut avoir l'histoire du départ. Moi, quand j'arrive à 17 ans, il est prévu que je signe espoir au club. Finalement, il y a un club écossais qui voulait absolument me récupérer, comme il récupérait pas mal de jeunes français. On n'était pas protégés à cette époque-là. Et la seule protection qu'il y avait, ça avait été de me faire signer professionnel. Donc, quand je signe pro à 18 ans, j'ai une première année où je rencontre vite la Ligue des Champions, tout ça, et je me retrouve dans un bain et la machine infernale de l'Olympique de Marseille avec les Coupes d'Europe, etc. Et c'est vrai qu'à 20 ans, il y a eu pas mal de transformations dans le club, le retour de tapis, des choix sportifs qui ont été faits. Et moi, je suis très jeune et besoin de m'aguerrir. Et on me dit que si jamais je trouve un prêt, je peux y aller. Okay. Donc, pour prendre un peu de maturité. Vient l'opportunité Crystal Palace, on me demande de faire un essai, je le fais, ça se passe bien. Et je me retrouve là-bas tout seul, sans français, sans rien. Voilà, c'est ça. Et c'était assez marrant comme histoire. Et j'ai vécu une année incroyable parce que humainement, c'était exceptionnel. Sportivement, j'ai appris plein de choses. Et surtout, à la fin de saison, ils voulaient me garder. Et Marseille n'a pas voulu, a voulu que je rentre pour continuer ma formation.
Tu es numéro 2 derrière Vedran Rougneux. C'est ça. Tu es encore un jeune gardien. Comment tu l'apprends à ce moment-là que tu vas être numéro 2 Tout simplement, après Crystal Palace, Alain Perrin, qui est l'entraîneur de l'époque, me fait rentrer parce qu'il veut quand même me voir. Et il me teste en fait sur un match amical où il se met un peu en configuration de la vie réelle. C'était contre Rennes, je crois, où il me fait rentrer à la place de Vedran à 15 minutes de la fin, comme s'il était blessé, quoi. Ok. Et pendant ces 15 minutes-là, alors que pendant 75 minutes, Vedran n'a rien eu à faire, en 15 minutes, ça a été la déferlante. Et ça a été la déferlante sur mon but, ça se passe très bien. Du coup, Alain Perrin se dit, je crois que voilà, on a un bon jeune avec qui ça se passe bien et qui peut tenir ce rôle. Et ça part de là, en fait. Je démarre cette carrière de gardien remplaçant de Rougneux pendant quasiment 2 ans. Et c'était pour te tester un peu, pour voir comment tu allais réagir, toi, le jeune ça, gardien, c'était vraiment rentrant, la situation classique du gardien remplaçant. Il y a une blessure, il faut rentrer, c'est un match important, comment il réagit, quoi. En parlant de blessures, donc il y a cette saison-là où tu vas jouer 2 matchs. Ouais. Et après, il y a ta première grosse blessure. On parlait de match amical aussi. Là, en plus, c'est sur un match amical. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te blesses sur ce match amical contre France 98 ? En retour de Real Madrid en Ligue des Champions, on a ce match-là en pleine semaine pour une association. C'était ou les incendies ou les inondations, j'arrive plus à me rappeler, dans la région PACA. Honnêtement, je me blesse, donc je prends ça avec beaucoup de détachement, parce que je sais que ça fait partie des aléas du sportif de haut niveau. Et à la différence, c'est que au départ, oui, il y avait un peu d'inquiétude, mais rapidement, je me suis dit, ok, quand tu es blessé, tu sors un peu du système, donc il faut se servir de ça comme d'une force pour pouvoir revenir meilleur. C'est quoi? C'est de te régénérer aussi mentalement, de vraiment prendre ce temps-là? De faire un point, de savoir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que cette blessure elle serve à quelque chose et que ça ne devienne pas un handicap ou une angoisse. À cette période-là, il y avait un entraîneur de gardien à l'Olympique de Marseille qui, pour cette question mystère qui est prévue dans chaque épisode, avait un petit mot à te faire passer. Je vais te le faire écouter et après, je te laisserai y répondre. Moi, ça serait plus une question de dire on a eu des belles discussions avec lui quand il a remplacé Fabien. Quand Fabien a repris sa place, là, ça a été un moment difficile pour lui. On s'est accroché et moi, j'ai tout fait pour qu'il s'accroche, pour qu'il continue et pour surtout que j'avais annoncé la couleur. J'avais dit quand Fabien il va partir, c'est toi qui vas jouer. Et on l'a tenu mentalement parce que franchement, on croyait en lui. Moi, je croyais en lui. J'avais même dit à Papedou, quand Fabien est parti, j'ai dit tu recrutes personne. Mais il y a des choses que Carras ne sait pas, parce que ça s'est passé en privé dans les bureaux. J'ai dit tu recrutes personne, il y a Carras. Et on s'est pas trompé, donc ça c'est quand même une fierté. Alors malheureusement, il a dû être obligé de partir parce qu'il est tombé sur un mandanda. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de regret de ce côté-là, parce qu'il a quand même fait cette carrière extraordinaire. Parce qu'être international, c'est fabuleux. Laurent Spinosier, Lolo. Spino, ouais. C'est une personne importante. C'est le genre de personne qui, tous les jours, dans une carrière qui n'est pas toujours si simple. Ouais. Parce qu'on croit que c'est le plus beau métier du monde, certes. Mais il y a des hauts et des bas comme toute personne. Et c'est la personne qui va toujours ramener cette positivité, en fait. Lolo, c'est un peu en même temps notre confident, notre entraîneur et la personne avec qui on a d'énormes souvenirs. Donc oui, c'est une personne importante. Après, quand il parle de la situation à Marseille, c'est vrai que voilà, je sais que l'histoire avec Fabien, tout ça, elle est compliquée. Il y a un remplacement. Et ensuite, je me blesse. Il y a Mandanda qui arrive. Mais voilà, ça fait partie d'une vie et qui m'a, moi, l'adversité m'a toujours rendu plus fort. Donc, en soi, ça a toujours été exceptionnel. Mais
Ça fait plaisir de l'entendre en tout cas, Lolo. Ouais, quand je l'ai appelé pour justement cette question mystère, il me dit moi j'ai pas forcément de questions parce qu'on a beaucoup discuté, mais par contre il y avait un moment moi qui m'avait marqué, c'était cette période-là où tu es gardien, que tu te blesses, après tu reviens dans le giron en étant numéro 2, mais tu apprends que tu vas être numéro 3 sur une partie de la saison, tu repars à Guingamp en prêt, et il me dit il y avait toujours des moments où il pouvait être pas trop loin de jouer, et il y avait toujours quelque chose qui... Oui, il y a toujours eu ça, enfin, ça faisait partie de ma vie. Si on prend cette période-là, c'est clair que je suis numéro 2, je me blesse, je reviens, il y a tout qu'à changer, hein. Entraîneur, arrivée de Fabien Barthès, donc ça c'est début 2004. Voilà, tout ce changement. Moi je reviens, les gars ils disent purée, il revient, il est en pleine forme, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils se rendent compte que rapidement, quand je fais mes premiers matchs en réserve, je suis à un niveau très élevé. Finalement, il y a Guingamp qui se propose et je pars directement. C'est là où ça lance réellement ma carrière. Je fais une saison superbe à Guingamp. C'est d'abord du temps de jeu en fait. Ouais, du temps de jeu. Ce qui te manquait, c'était ça. Du temps de jeu et c'est vrai que quand il y a la suspension, parce que en fait le moment clé c'est la suspension de Fabien. Qui se fait suspendre quelques mois. Donc ça, c'est pour resituer, voilà. C'est en fin d'année. Il apprend ça en fin d'année 2005, fin de saison 2005, et du coup, il joue pas le début de la saison 2005-2006. Il peut pas jouer le début 2005-2006. Il y a tous les tours préliminaires UEFA. Moi, je sors de Guingamp. On fait une pré-saison où on nous met 2 jeunes du club un peu en concurrence, en test pour savoir qui va démarrer. Et c'est vrai que je suis sur ma lancée, je fais un début de saison incroyable et j'enchaîne tous les matchs amicaux et j'enchaîne 18 matchs avant le retour de Fabien à l'Olympique de Marseille. Et c'est ce qui lance ma carrière parce que c'est des moments importants où il y a cette qualification en Coupe d'Europe avec des matchs un peu épiques et un début de saison qui est moyen pour l'Olympique de Marseille mais pour moi est très bon. Donc c'est véritablement là où je lance ma carrière, quoi. On a déjà parlé dans une longue interview il y a 2 ans de cette relation avec Fabien. On va pas l'extrait avait beaucoup marché sur les réseaux. J'invite les personnes à l'écouter, c'était avec Colin Interview. Mais globalement, pour le resituer là, avant l'interview, on en a parlé très rapidement de Fabien. Tu m'as dit, il a été essentiel dans ma carrière. En quoi ça a été un apprentissage accéléré pour toi ces années-là, ces 2 années-là à peu près, avec Fabien Barthès? Il y a ces années-là, il y a toute ma carrière en fait. Fabien, c'est d'abord des points de passage. Et quand j'arrive à Marseille à l'âge de 13-14 ans, je me souviens avoir pris une photo avec lui quand il était en D2 encore à Marseille avant de partir à Monaco. 94, 95. J'arrive voilà. du mal à Non, mais c'est pour les personnes pour resituer, voilà, c'est ça. Donc déjà, c'est un moment incroyable pour moi. Ensuite, je le retrouve dans cette période 2005-2006 où moi je me retrouve où je le remplace et je me retrouve remplaçant de Fabien où j'apprends énormément de choses sur le poste et l'homme. On se revoit plus tard quand je suis en équipe de France et que lui il vient un peu dans le staff à l'époque de Laurent Blanc. Enfin, c'est quelqu'un qui a joué à Marseille, qui a joué à Toulouse. J'ai joué à Marseille, j'ai joué à Toulouse. Son dernier match avec l'Olympique de Marseille quand j'étais là et qui m'annonce qu'en gros, c'est toi qui vas prendre la suite, il faut que tu assures. Cette discussion, elle se passe à Bordeaux, le dernier match de la saison. Où tu vas jouer. Où je vais y jouer 8 ans. Donc, c'est marrant, c'est quelqu'un qui a rythmé ma première vie, ma carrière de joueur, ma jeune carrière aussi, même quand j'étais jeune. Enfin, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, quand je le regardais, on va dire, en tant que spectateur ou téléspectateur, et aussi en tant que partenaire. Donc, c'est une histoire particulière pour moi, ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment rythmé toute ma carrière, quoi. C'est quelqu'un vraiment de fascinant, moi, qui m'a... Ouais, il le sait de toute façon que je lui dois beaucoup et je l'apprécie beaucoup. Sur cette saison 2005-2006, il y a un match, ou alors au moment-là tu jouais plus, mais un match particulier qui est resté dans l'histoire des classiques. C'est ce match-là où vous arrivez au parc avec une équipe que de jeunes. Oui. Et il y a quelques cadres, dont toi.
Comment vous, joueurs, parce qu'il n'y a pas eu trop de joueurs qui en ont parlé de ce moment-là, c'était des jeunes joueurs qui n'ont pas tous fait carrière pour la plupart, Oui. mais toi, voilà, tu étais un des cadres qui avait participé à ce match-là. Comment vous avez appréhendé ce match? Est-ce que c'était bizarre dans l'approche, dans le contexte? Oui, le contexte, l'approche, c'était très bizarre. Après, moi, au début, on ne devait pas y participer. Moi, j'ai voulu le faire parce que je me sentais concerné, formé à Marseille, et je me suis dit, non, si... Enfin, j'étais pas titulaire indiscutable, là. C'était Fabien qui jouait à cette époque-là. J'ai dit, non, mais je veux le faire. C'est un jour où on part, je me rappelle le matin du match, en bus, en train, ce qui était très rare à l'époque. On part en train, on arrive à la gare, on est en retard. On arrive à l'hôtel très tard, on fait le déjeuner en retard, on doit vite partir au parc pour aller jouer, il y a 40 000 personnes. Les jeunes, ils n'avaient jamais joué, on se retrouve dans ces vestiaires, il faut vite aller s'échauffer. Enfin, tout est allé très vite. C'était le seul match officiel qui, pour moi, hors du temps en fait de ma carrière, c'était tellement particulier et bizarre. Alors autant, j'imagine que pour le téléspectateur, pour l'amateur de foot, il y avait beaucoup d'incompréhension, mais en tant que joueur, on se pose pas ces questions déjà. Et de deux, ça a été une aventure unique en fait. Et pour cette équipe-là qui a réussi à ramener un point du Parc des Princes avec Marseille en faisant un 0-0, en ayant sorti 2 fois la balle du milieu de terrain, quoi. Ouais. Donc oui, c'est un match à part, mais une aventure humaine qui nous a tous marqués, ouais, c'était marrant. Oui, parce que le côté train, vous étiez allé en train et pas en avion comme les pros le font. Voilà, enfin, c'était ça. C'était revenir en train, Gare Saint-Charles avec des supporters partout, avec toute la ferveur qu'il y a à Marseille. Oui, c'était la fierté de leurs jeunes joueurs, c'est important là-bas. Et d'avoir ramené ce point-là alors qu'on nous annonçait qu'on allait en prendre 15, bah oui, c'était une fierté pour les gens à Marseille. Ouais. Et puis après, il y a cette saison 2006-2007, donc la saison d'après, où là, tu es numéro 1. Comment se passe cette intersaison, cet été-là pour toi dans ta tête? Est-ce que tu y penses déjà? Non, l'été se passe bien, préparation est bonne, tout est OK. Moi, j'étais formaté à prendre ce poste. Je suis un enfant du club, le club, je le connais par cœur, la pression qui va avec et tout. Donc, ça se passe très bien. Ça, honnêtement, ça se passe très bien. Il y a eu un coup de remous, on va dire, dans la période janvier-février, mais c'était logique avec tout ce que j'avais vécu, tout ce que voilà, et ça se finit bien. En soi, on fait 2e du championnat, on perd une finale de Coupe de France. Bon, il y a des hauts et des bas, mais en soi, la saison est réussie et surtout, il y a cette qualification en Ligue des Champions pour l'année d'après. Et pour moi, c'est encore un palier supplémentaire. Et voilà, après, je sais pas si toi tu veux revenir à ce moment-là où je peux le développer. Bah, on peut le développer, mais... Ouais, il y a cette intersaison où la première année titulaire se passe super bien. Franchement, dans l'ensemble, ça va très bien. Voilà, j'ai digéré ma première saison. Je sais ce que j'ai à faire pour être plus régulier tout au long de la saison. Surtout, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Et ça, c'est encore un step supplémentaire. Le début de saison est exceptionnel sur un plan personnel, un peu moins collectif. Et à l'intersaison, il recrute Steve qui arrive, qui est remplaçant, voilà, qui est remplaçant et juste avant la Ligue des Champions, il y a une pré-convocation en équipe de France. Et il y a un match de Ligue des Champions dans 10 jours avec le tirage au sort, avec le premier match de Liverpool qui se profile. Et une semaine avant, je me fais ma 2e grosse blessure à l'entraînement où je fais une rupture du tendon d'Achille. Et là, tout change en fait. Changement de coach à l'OM sur cette période-là. Changement de coach, Steve qui fait une saison incroyable, qui a sa place largement méritée forcément. Et quand je reviens, tout a changé et tout a changé pour moi aussi et il y a des décisions à prendre. C'est une saison où je reviens en mars-avril avec un nouvel entraîneur qui est Eric Guéretz, mais qui est un entraîneur et un homme extraordinaire avec qui ça s'est super bien passé. J'ai pas eu la chance de jouer avec lui, mais ça s'est bien passé. C'est vraiment quelqu'un de génial. Steve est en place, l'OM est en place. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment, quoi. Il faut enfin quitter le cocon marseillais et aller chercher un nouveau challenge. Le choix, il se fait vite fait pour toi? Il y a 2 clubs qui se détachent rapidement. Il y a Toulouse et Nice. J'accroche assez rapidement avec le président Sadran et à l'époque, l'entraîneur, c'était Casanova. Ça se passe bien et j'aime bien le discours. Je rencontre Nice juste derrière. Qui vient de perdre Hugo Lloris à Lyon. C'est ça.
Et super club et tout, mais j'avais besoin de changer d'endroit, changer de région, vivre autre chose. Et naturellement, je donne rapidement mon accord à Toulouse et je signe un contrat de 4 ans pour Toulouse avec une indemnité, je crois, de 1 million et quelques pour Marseille. Alors je rentre de blessure, donc c'est un risque qu'ils prennent, mais un risque payant à l'arrivée, ouais. Dernière question sur Marseille. Est-ce que tu arrives à expliquer, toi qui étais gardien formé au club, qui a joué en première division, que c'est très rare dans l'histoire de l'Olympique de Marseille d'avoir des gardiens qui sont vraiment formés comme toi, arrivés très jeunes et qui arrivent en Ligue 1. Est-ce que de ton vécu, tu arrives à expliquer pourquoi, et maintenant de ton œil extérieur, mais il y a la pression, il y a... Je pense qu'il faut s'adapter à l'environnement. Marseille, c'est un club où tu peux faire le yo-yo sans arrêt, qui peut te mettre très haut et très bas rapidement, et encore plus quand tu es un jeune. Quand tu es un jeune, je pense que le détachement et le dévouement à ce club, il doit être entier, et surtout, ne rien prendre par acquis. Souvent, quand on est jeune, on se fait exposer rapidement, et ces jeunes-là ne durent pas dans le temps. Pourquoi ? Parce que tout le monde t'enflamme, et dès que c'est difficile, la retombée est souvent difficile. Mais il n'y a pas de conseil, il faut juste... C'est un club à part, mais c'est un club où il faut vivre, si c'est possible, de vivre l'expérience olympique de Marseille. Ça reste quelque chose de vraiment de génial, parce que c'est au-delà d'un club. Il y a toute une ville, quoi. Et ces blessures-là, est-ce qu'elles t'ont rendu plus fort pour la suite de ta carrière, ou est-ce que tu as le sentiment qu'elles ont un peu aussi freiné ton éclosion ? Est-ce que tu arrives à... Au départ, quand tu y penses, tu te dis oui, c'est vrai que tu es préconvoqué, tu dois jouer une Ligue des Champions, tu te blesses, tu as l'impression de perdre tout d'un coup. Mais si tu fais un saut dans le temps et tu remontes 2 ans après, tu es international et tu joues la Ligue des Champions. Donc, en soi, je pense que ces blessures m'ont rendu plus fort sur ma façon de me préparer, d'appréhender les choses. Et non, pour moi, ça a été... bizarrement, à chaque fois un tremplin. Ça m'a permis à chaque fois de passer un palier supplémentaire. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. Et sur ces longues journées de rééducation et tout ça, pour les personnes qui sont pas forcément au courant, ça se passe comment ? Alors, il y a 2 écoles. En général, on est suivi par des groupes, suivi par des centres spécialisés pour des rééducations, tout ça. Moi, j'ai toujours fait un choix qui a surpris à chaque fois. Je me suis isolé, en fait. J'ai voulu travailler pendant 3-4 mois tout seul, c'est-à-dire avec un préparateur physique, avec des kinés, etc. Mais loin, en fait, loin du club. Je voulais pas être au quotidien, parce que le quotidien, c'est difficile d'y être en tant que blessé, d'avoir l'impression, et c'est pas une impression, et c'est un peu la réalité de la chose, c'est qu'on sert à rien, en fait. Là, tu es en dehors de tout, c'est-à-dire que tu vois les gars arriver, tu vois les gars s'entraîner, tu vois les gars partir jouer, tu vois les gars contents, tu vois les gars déçus. Mais toi, tu ne fais plus partie de ce rythme-là. Donc moi, j'ai pris les décisions à chaque fois d'avoir des organismes indépendants pour faire ma rééducation. Et en fait, ça m'a fait vraiment mentalement du bien de pouvoir me détacher du quotidien, de la frustration, de ces choses-là. Et surtout, ça me permettait de revenir plus fort et après, c'est de le faire, il faut le faire sérieusement, quoi. Tu peux pas dire je me détache du groupe et du coup, c'était un travail au quotidien. Il faut être rigoureux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'étais rigoureux et j'étais entouré de kinés qui avaient la passerelle avec le club. Mais ouais, j'avais besoin vraiment de m'évader pour ce que j'appelais à moi des vacances mentales. C'est-à-dire, ça me permettait vraiment de revenir frais mentalement quand je revenais au club. Concernant Toulouse, est-ce que cette saison-là, tu avais déjà une saison à l'OM pleine ? Ouais. Est-ce que cette saison-là, c'est vraiment la saison capitale pour toi ? Ouais, elle est capitale parce que je reviens de blessure, je sors de Marseille, on se dit bon, qu'est-ce que ça va donner ? C'est un club qui me prend où je vais et qui vient de finir limite relégable, une équipe que de jeunes. Tous les grands pronostiqueurs des émissions de foot nous mettent dans la zone relégable. On fait un premier match champion en titre à Lyon, on en prend 3. On reçoit le deuxième match, un premier aussi qu'on gagne, mais c'est pas fameux. Et à l'arrivée, on fait une saison incroyable.
l'éclosion de jeunes, un groupe extraordinaire. Moi, j'ai adoré mon année à Toulouse. Ouais. Vous finissez 4e, c'est ça? 4e, meilleure défense du championnat, meilleur buteur avec André-Pierre Gignac. Éclosion de jeunes comme Moussa Sissoko, Étienne Capou, Cheikh Mbengue, des Briscard, Mauro Seto, Étienne Didot, Jérémy Mathieu, et j'en oublie certainement, hein, mais un groupe et une année incroyable, quoi. Toulouse, ça a été, on fait demi-finale de Coupe de France, on amène presque Toulouse au Stade de France, on jouait dans des stades où il n'y avait pas grand monde, on a fini avec des stades pleins. Enfin, c'était génial. L'année à Toulouse, elle est excellente. Et je deviens international durant cette saison-là. Voilà, c'est ça. C'était aussi ce moment-là où tu es dans le groupe. Alors, tu feras ton match plus tard en 2011, mais c'est là où tu découvres l'équipe de France. Mon premier groupe France, c'est en février, contre l'Argentine. Match à Marseille, non? À Marseille en plus. J'ai l'image de Messi à Marseille. Tout est croisé tout le temps. C'est très bizarre, mon parcours. Et pourquoi du coup tu fais le choix de partir de Toulouse? Alors ok, vous êtes 4e. On est 4e, on est qualifié en Coupe d'Europe, en UEFA. J'aime l'entraîneur, j'aime le président, j'aime les joueurs avec qui je joue, j'aime la ville, j'aime le stade, j'aime tout à Toulouse. Honnêtement, c'était le club parfait pour moi. Après, il y a des choix de carrière. Quand vous avez un entraîneur comme Laurent Blanc qui vous appelle, qui vient de finir champion, qui vous dit « Moi, je te veux absolument dans mon équipe », et là, tu te poses, tu es en équipe de France, tu te dis « Waouh, qu'est-ce que je fais, quoi ?» Décision difficile d'annoncer à mon président que je veux y aller. Ça a été une période marrante, en plus, une négociation, tout ça, c'était... Il y a plein de choses à raconter. Mais j'étais très content de vouloir aller au Girondins de Bordeaux pour tout ce que ça comporte. Mais j'étais aussi triste de quitter Toulouse parce que c'est un club qui m'avait accueilli, qui m'avait beaucoup donné en un an, et je pense que j'aurais pu donner encore beaucoup plus. Leur rendre, en fait, ce qu'ils m'ont donné. Je comprenais la déception et l'énervement, l'agacement en plus des supporters toulousains parce que en plus, ils partent pour Bordeaux, quoi. Et tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser sur un choix de carrière. Mais les supporters le voient pas comme ça. Ouais. Et moi, j'avais un réel attachement. J'ai pris un réel attachement à Toulouse. Mais j'ai dû faire un choix. Et c'est vrai que même les premiers mois, clairement, à Bordeaux, les 2-3 premiers mois, c'était vraiment un déchirement de partir de Toulouse, quoi. Parce que c'était comme ça. Et Bordeaux, voilà, et j'ai appris à rentrer dans cette équipe, à connaître la ville, à apprendre. Enfin, je suis tombé amoureux d'un autre club, quoi. Et comment tu t'intègres justement dans un effectif déjà rodé, dans un effectif champion de France? T'es gardien en plus, donc t'es pas dans l'effectif au départ. 10 sur le terrain, voilà. Ouais. Il y a toujours cette petite particularité du poste. Ouais. Voilà, comment tu t'intègres dans ce Bordeaux-là qui est l'équipe en forme de cette année-là? Ouais, ça vient vite. Déjà, il y a le personnage que je suis, ma carrière, j'arrive de Marseille, donc tu as toujours une légitimité quand tu arrives de ce club à cette époque-là où ça marchait, une saison incroyable à Toulouse, je finis meilleur gardien de la saison, enfin, je suis en équipe de France, donc le statut aide au départ. Et rapidement, je me fonds à ma façon, c'est-à-dire je suis quelqu'un quand même de discret, mais qui a la capacité de s'entendre avec tout le monde et je suis quelqu'un de respectueux. Je me fonds facilement dans ce groupe. En fait, j'essaye d'intégrer leur bonne humeur. Alors eux, ils sortent d'une saison incroyable, encore plus incroyable que la mienne. Et en fait, c'est ce qui a tout scellé, c'est l'aventure en Ligue des Champions. Ouais. L'aventure en Ligue des Champions, elle est incroyable et on est lié à vie par cette aventure-là, tout ce groupe-là, parce qu'on a vécu des choses sur le terrain, en dehors du terrain incroyables. Et c'est vrai que ce groupe-là, ça fait partie des groupes où, même si on ne se voit pas pendant des années, quand on se retrouve, voilà, ça repart comme si on s'était vu hier, quoi. Mais c'était quoi la force de ce groupe La force de ce groupe, c'était vraiment le collectif. On était tous... on avait une énorme confiance l'un à l'autre et on s'était mis dans la tête qu'on pouvait réussir un truc et qu'on allait réussir tous ensemble et que le jour où il y en a un qui est moins bien, c'est l'autre qui allait être meilleur. Et il n'y avait pas de statut.
Il n'y avait pas de stars, il n'y avait pas de... on était trop fort en équipe, en fait. Mais vraiment, c'est très bizarre à dire, mais on rentrait sur un terrain, on savait qu'on allait gagner. La Ligue des Champions, t'en parlais, elle se finit par un quart de finale franco-français contre Lyon. Mais avant ça, il y a tout un parcours avec en plus des grosses équipes. Toi qui découvrais la Ligue des Champions, qu'est-ce que ça te faisait? Sur le terrain, je la découvrais sur le terrain, voilà, le fait de la jouer, il y avait le Bayern, il y avait la Juve. En fait, il y a un challenge où tu as un groupe avec Haïfa, Bayern Munich et Juventus Turin. Tu te dis ça va être dur. Mais à cette époque-là, on est tellement un rouleau compresseur qu'on se dit pourquoi pas en fait. Et tu finis la phase de groupe, sur 18 points possibles, tu en fais 16, 2 buts encaissés. Honnêtement, s'il n'y a pas, je pense, toute cette communication et tout ce tapage médiatique autour de Laurent Blanc à la mi-saison qui reprend l'équipe de France, je pense qu'à la Ligue des Champions, on peut aller encore beaucoup plus loin. Mais bon, c'est comme ça. Vous, en interne, dans le groupe oui. Alors, est-ce que vous, en interne, vous en êtes convaincu, mais est-ce que ça vous a vraiment touché, vous, en interne, tout ce qu'il y avait autour? Oui. Où vous arrivez... Oui, parce que on savait que ça allait changer. Et la construction de ce groupe-là, elle n'était pas faite pour 1 an ou 2, quoi. Je pense que c'était un groupe qui était fait et qui était capable d'être le nouveau Lyon à cette époque-là. Est-ce que le match contre Montpellier en 2010, c'est celui qui peut résumer le côté tragique, le côté sévère du poste, c'est-à-dire que tu arrêtes 2 pénaltys. Ah ouais, c'est vrai. Et tu fais une faute de main. Ouais. Et, est-ce que c'est ce match-là qui peut résumer le côté particulier de ce poste? Oui, clairement. Clairement, ce match-là, c'est pas compliqué. Montpellier monte de Ligue 2. Ils sont premiers du championnat ou un truc comme ça à ce moment-là, ou juste derrière nous, ou à égalité. Enfin, on est collés. Ils font un début de championnat incroyable. Nous aussi. On les reçoit, on se retrouve à 10 rapidement. Et ce match-là devient complètement fou. Première mi-temps, on prend un rouge. Derrière penalty, je le sors. Un quart d'heure après, re-penalty, je le sors. On se retrouve en infériorité numérique, on marque. Et à la dernière seconde, un coup franc plus ou moins anodin, une faute de main incroyable, quoi. Le truc où je suis passé du match le plus décisif de ma carrière à un match pas compréhensible. Mais oui, c'est ça le gardien de but, en fait. C'est des détails. C'est un état mental qui peut changer d'une seconde à l'autre. C'est un peu le résumé. Tout peut arriver quand on est gardien. La suite à Bordeaux, comment tu la vis? C'est plus le même Bordeaux? Alors, c'est plus le même Bordeaux, mais beaucoup de cadres s'en vont. Beaucoup de gros joueurs partent. Ils sont remplacés par des joueurs qui étaient déjà dans le groupe, qui avaient des rôles secondaires, mais qui commencent à avoir des rôles principaux. Et du coup, je monte un peu avec mon expérience, avec ma carrière. J'ai un peu plus de responsabilité vis-à-vis du groupe. Et je deviens, en fait, avec 2-3 joueurs, un peu le garant de cette période-là. À dire, nous, OK, il y a peut-être un changement de dynamique du club, mais nous, on a envie de continuer à ce que Bordeaux, et on a envie de continuer à s'investir pour Bordeaux. Pourquoi? Parce que c'est un club qui nous a donné beaucoup au moment où on est arrivé, donc on a une mission, c'est nous aussi de pas fuir le bateau pour aller voir ailleurs. Alors que vous avez des opportunités. Oui, il y en a eu. Il y en a eu juste l'année d'après, et je peux repartir juste après, quoi. Juste après cette année de Ligue des Champions où j'ai Schalke qui m'appelle et Neuer part à Munich. Et en fait, je venais de faire Marseille, Toulouse, Bordeaux. Et je dis, en fait, Bordeaux, voilà, non, en fait, j'ai pas envie. Bordeaux a tout fait pour me faire venir. Je m'y sentais bien. On a vécu une saison incroyable. Pour le coup, là, j'ai pas fait le choix comme j'avais fait à Toulouse. J'ai dit non, je reste. Et pour moi, personnellement, je fais bien parce que c'est un club qui aurait peut-être pu, à un moment donné, plonger plus tôt.
Et je pense qu'un peu ces garants joueurs qui sont restés ont permis à ce club de continuer de briller un petit peu par-ci, par-là pour les années avant les mauvaises années. Avec des coupes de avec une Coupe de France, mais toujours d'un championnat correct, des Coupes d'Europe, des campagnes européennes, etc. Donc je pense que ça a été un très bon choix et surtout, voilà, c'est devenu un choix de durée parce qu'à l'arrivée, je suis resté 8 ans. Et dans ma seconde partie de carrière, c'est devenu mon club, quoi, tout simplement. Alors, je ne m'en souvenais plus, mais tu as fait tes adieux avec une lettre écrite, ce qui est assez rare. Ben, ça c'est mon côté un peu scolaire. Non, ce qui se passe, c'est que quand je pars d'ici, déjà, je pars pas, on me fait partir. Et surtout dans des conditions bizarres, en fait. Je comprends pas. Je réalise une des meilleures saisons de ma carrière, j'ai 35 ans. Et c'est tellement incompréhensible de la part du staff à l'époque de pas... Alors que depuis 6 mois, je leur disais, dites-moi pour les prochaines ce qu'on compte faire. Que je m'adapte, en fait. Parce que moi, j'étais en pleine forme et j'avais envie de jouer encore. Et moi, tu viens me voir en janvier en me disant, écoute Cédric, on fait signer un nouveau gardien, on a d'autres projets pour le club, etc. Organise-toi pour l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Sauf que tout le long, on m'a dit non, ça prend du temps, mais ça dépendra combien on va finir, si on est en Coupe d'Europe ou non. Et à l'arrivée, jusqu'à mon dernier match, on me dit même pas tu restes, tu pars. Je fais mon dernier match au Girondins de Bordeaux contre Marseille et on me dit rien. On me dit le lendemain, finalement, on a décidé d'entrevoir un nouvel avenir pour le poste de gardien. Et là, je leur dis, mais pourquoi vous ne me le dites pas? T'as même pas ce moment où tu sais que c'est ton dernier match pour les supporters? Je sais rien du tout. Moi, on me dit depuis le départ qu'ils savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Alors qu'ils savent très bien depuis 6 mois. Et je le sais qu'ils sont au courant. Mais ils veulent pas me le dire. Et toi, t'aurais voulu avoir ce moment Non, mais c'est même pas ce moment. C'est juste à un moment donné... Quand tu gères un club et que tu gères un groupe de joueurs, et surtout encore plus quand c'est un joueur qui est un peu emblématique dans ce club-là, le minimum, quand il a 35 ans, c'est de lui dire, écoute, si jamais pour la suite de ta carrière, tu as envie de continuer, tu peux commencer à t'organiser. Et tu fais ça de pair. En fait, eux, ils s'organisent, je m'organise, on se serre la main, on se dit tous au revoir, c'était superbe, j'ai adoré mon aventure ici, mais voilà, il y a des choix qui sont faits. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je m'intéresse à tout ce qui est direction, tout ça, c'est parce que la ligne en fait de la gouvernance administrative d'un club à la ligne sportive, c'est le néant dans la plupart des clubs, quoi. C'est nul, c'est pas bon, quoi. On parlera de ta reconversion tout à l'heure. On va passer à l'équipe de France. Bien sûr. Avant ça, le podium de ta carrière. C'est une petite partie dans cet épisode. C'est les 3 images fortes de ta carrière. Si tu devais en mettre une, à la 3e place. À la 3e place, c'est, je pense... une photo d'équipe de ma saison en tant que titulaire à l'Olympique de Marseille. Avec ce groupe Ribéry, Nasri, où j'ai commencé à remplacer Fabien en fait. Vous devez bien rigoler là. Ouais, il y avait une belle bande avec Cissé, tout ça. C'était que des jeunes. On avait un groupe incroyable. Ouais. Ça fait partie des moments importants. T'as été maltraité un peu toi par Franck Ribéry dans le vestiaire sur ses blagues oui, et tout on y a toujours été. On a été tous dedans. Enfin, lui, il est exceptionnel. Ce tour de tracteur en qualification Ligue des Champions au Stade Vélodrome, en train de rouler la tondeuse c'est exceptionnel. Enfin, c'est un mec en or, quoi. À la 2e place. 2e place, c'est toujours collectif et je garderai la première plutôt sur un plan perso. C'est cette victoire au Bayern Munich avec les Girondins de Bordeaux. Et du coup, à la première place? La première, c'est plus personnel, c'est un peu l'aboutissement d'une carrière, c'est un peu le Graal du joueur de foot. C'est ma première sélection en équipe de France en Pologne où j'ai eu la chance de représenter mon pays et de chanter la Marseillaise. C'est ce qu'il y a de plus haut dans notre métier, quoi. Justement, l'équipe de France. On va parler tout de suite de ce match en juin 2011.
tu l'as dit, c'était le fait de chanter la Marseillaise, mais voilà, le fait plus globalement d'être gardien de l'équipe de France, de jouer un match en équipe de France, qu'est-ce que ça te fait là sportivement sur le terrain? Sportivement, ouais, sportivement, mais c'est surprenant en fait. Tu commences à avoir un petit peu de carrière derrière quand même, 10 ans, avec des hauts, des bas, des blessures, des champions, des 200 ou 300 matchs. Donc voilà, t'es plus un novice en fait. T'es quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vécu des situations incroyables. Et on te dit, tu joues ce match-là. Je me suis retrouvé à mon premier match en pro, quoi, à un quart d'heure du départ. Je dis, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est juste un match amical en équipe de France, tranquille Cédric. Enfin, mais non, parce que ça représente autre chose en fait. Ça représente le pays, c'est le pays, quoi. C'est nous, c'est notre identité en fait. Et je me retrouve 10 minutes avant le début du match, avec toute l'expérience que j'avais, comme un gosse qui tente qui fait son premier match, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que tu rêves depuis gamin. Donc le jour où tu y es, tu te dis, purée, j'y suis, quoi. Ça y est. Et après, une fois que le match il démarre, c'est fini. Ouais. C'est comme ça, le match il démarre, boum, go. Ton rôle de numéro 3, parce que c'était ça, il y avait Loris Mandanda, c'est mon nom là devant. Comment tu l'appréhendes toi, ce rôle-là? Est-ce qu'il est facile à endosser? Ouais, il est super simple. Ouais. Il est super simple. Pourquoi? Parce que moi je reste persuadé que peu importe ton positionnement en équipe de France quand tu es dans les 23, tu es dans les 23 de l'équipe de France en fait. Donc que tu te dises, ouais, en ce moment, je suis mieux que l'un, mieux que l'autre, ou moins bien, ou peut-être que je pourrais être deux, peut-être que... Mais en fait, non, peu importe. Tu représentes ton pays, tu as ton rôle, c'est ton rôle. Donc, déjà, à ce niveau-là, ça a été super simple pour moi. Et de deux, c'était... que ce soit Steve ou Hugo, quand j'étais là, il y en a un qui était titulaire à un moment donné. Après, au début, c'était Steve. Après, ça a été Hugo. Et c'est des gars avec qui je m'entendais super bien. Donc, ton rôle, il est super simple. C'est-à-dire que tu es là au cas où, parce que ça peut arriver. Mais après, c'est à toi aussi de gérer, d'aider au mieux ton premier et ton deuxième à préparer ces matchs. Donc, être à leur service. Des choses que tu fais pas en club. Parce qu'en club, tu n'as pas le même rôle. Mais tu es numéro 1, globalement. Ouais, tu es numéro 1 et tu te prépares pour ça. Et quand tu arrives en équipe de France, ton rôle est différent. Mais pour moi, ça a été un bonheur du premier au dernier jour de l'équipe de France, en fait. Parce que tu représentes autre chose que ta carrière, en fait. Sur cette période, en équipe de France, là, il y a eu un entraînement particulier. Un ancien invité de ce podcast en a parlé, c'est Thierry Omeyer, qui était gardien de l'équipe de France, qui est venu faire un entraînement avec vous au Stade de France. C'est trop bien. On a eu son avis, lui, en tant que handballeur par rapport au foot. Ouais. Du coup, toi, tu as vécu cet entraînement-là, tu avais pu échanger avec lui et tout ça. De l'autre côté, comment toi, tu avais vécu cet entraînement Moi, j'avais adoré l'homme déjà, et le gardien. C'est un peu le Barthez du hand, donc... C'était incroyable. Après, ce qui était marrant, c'est que c'est pas du tout le même poste, quoi. Nous, il nous a fait rire parce qu'il sait pas plonger. C'est bizarre, un gardien qui sait pas plonger, mais c'est vrai qu'au hand, il plonge pas et il joue les jambes tendues. Donc, à chaque fois qu'il devait plonger, ça a été un moment inoubliable. Mais voilà, le gars est exceptionnel. Il a une carrière de dingue. Je suis sûr. Je pense qu'autant le gardien de foot, il peut se débrouiller dans une cage de hand sur certains trucs. Autant le gardien de hand dans une cage de foot qui est beaucoup plus grande et surtout la mobilité, c'est pas la même chose, il est perdu. Et c'était marrant, quoi, à voir. Et... Ouais, de partir en fente plutôt que de plonger. Partir en fente, plonger avec la jambe tendue. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se blesser. On avait peur qu'il se blesse. Mais c'était un moment génial. Ouais, c'était un moment génial. C'était un bon souvenir. Ouais, j'ai adoré. Après avoir parlé de ta carrière passée, on va parler de l'avenir un peu. Sur ta reconversion, justement maintenant, on est à Bordeaux ici pour enregistrer cet épisode. Quelle était ta reconversion? Tu as passé des diplômes pour rester dans le monde sportif? Un peu particulier, je finis le foot, je finis donc du coup en Turquie, à Galatasaray, champion de Turquie. Mon côté compétiteur m'a dit j'ai envie de jouer au très haut niveau, mais je pense que j'étais plus capable, donc on arrête. J'arrête, je prends le temps de souffler et, on va dire, de digérer cette carrière.
Je fais un peu de télé, je me retrouve à M6, je fais aussi Eurosport, où je fais la Coupe de France pendant plusieurs années, ça c'était super sympa, j'ai adoré faire ça. Et je décide du coup de repasser mes diplômes d'entraîneur au départ. Parce que voilà, j'avais adoré faire la Coupe de France, le terrain me manquait un peu, et j'ai dit, je passe mes diplômes d'entraîneur. Entraîneur de gardien et entraîneur principal. Et je me rends compte pendant mes diplômes d'entraîneur que sur une année où j'entraîne avec Jérôme Dauba, qui est l'ancien entraîneur des filles au Girondins, il s'occupe du pôle sport féminin. Et je dis, tiens, cette année, je vais le faire avec toi. Je me mets au pôle sport féminin et ça m'intéresse de voir le foot féminin, etc. Et je me rends compte, en fait, pendant cette année-là, que j'aime le terrain, j'aime transmettre, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est le côté structurel, en fait. C'est de me dire, purée, elles font plein de choses, les filles, mais elles ont rien, elles ont pas de vestiaire adapté, elles ont pas d'organisation, elles ont pas de sponsor, elles ont rien, quoi. Structurellement, c'était catastrophique pour elles, quoi. Et en sortant de cette année-là, je me dis non, mais en fait, il faut que je pense que ma place, elle est pas du tout dans le sportif pur. Elle est vraiment dans le côté organisation, structure, développement. Et du coup, je décide de reprendre mes études. Et je me dis, tiens, si je veux travailler là-dedans, il me faut une légitimité, donc il me faut un diplôme. Ça fait pas bizarre? Si, ça fait très bizarre, surtout pour eux. Surtout pour eux, parce que je suis pas du tout le profil qu'ils attendent. Et bon, l'ESSEC me dit, footballeur, ok, on n'en a jamais eu celui-là. On a un profil atypique pour faire le programme de management général de l'ESSEC Business School. Donc pour devenir directeur exécutif, pour devenir directeur général, pour gérer une structure d'entreprise. On parle même pas de foot, on parle même pas de sport. Je suis pas dans un programme sport, quoi. Et là, je me retrouve qu'avec des DG, des DAF, de boîtes incroyables en France qui veulent augmenter encore leur capacité pour passer en direction générale. Donc, ils m'ont mis à niveau, ils m'ont fait passer des entretiens et je suis rentré dans cette promo de 32. Promo de 32 où le concept est assez marrant. On doit amener un projet stratégique, en fait, chacun. Et sur ces 32, il y en a 8 qui sont retenus. Et le porteur de projet doit recruter 3 personnes. Et moi, je le fais sur la professionnalisation du foot féminin. Je décide dans cette période-là, d'aider la Fédération française à développer son projet. Donc, je lance ce projet-là, je fais mon pitch, ça se passe bien, je finis meilleure présentation des 32. Je recrute 3 personnes pour travailler avec moi au sein de la promo et on développe ce projet pendant un an. Benchmark international, travail de la marque, revenus commerciaux, création des sociétés sportives. On met en place tout un programme pour le foot féminin. J'obtiens mon master en décembre dernier. Et voilà, donc je me retrouve avec ce diplôme en management général et aujourd'hui je peux travailler au sein du développement dans les organisations, que ce soit dans le foot, dans le sport ou non. Mais naturellement, je me projette vers le sport, vers le foot. Je pense que le foot, déjà, c'est le monde que je connais. Et surtout, j'amène un profil qui est totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une position où j'ai eu une carrière internationale de 18 ans. Et aujourd'hui, je suis diplômé d'une grande école dans le management. Donc, je peux avoir une position dans un club vraiment situé entre le sportif et l'administratif, où je peux avoir de la légitimité dans les deux sens, où je peux être la passerelle en fait qui permet à toute la ligne, qui est parfois compliquée, on en a parlé au début, ce que l'entraîneur veut et ce que le président reçoit, qui a jamais été dans le foot, et l'entraîneur qui a jamais été dans le business, souvent ils se comprennent pas. C'est 2 mondes totalement différents. C'est différent. Dans la même entreprise. Voilà, dans la même entreprise et les besoins sont différents et chacun ne comprend pas les besoins de l'autre. Et moi, en fait, c'est vraiment cette pièce au milieu qui est capable de faire comprendre aux uns et aux autres comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais, il y a un truc sympa à faire. Il y a un avenir. Il y a un avenir, je pense. Ouais. Il y a un avenir à mettre en place. Merci beaucoup. Merci Frédéric. à toi, Alexandre. Merci d'avoir retracé ta carrière. On va finir cet entretien par le face-à-face. Ouais. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Waouh. Ton plus bel arrêt? Plus bel arrêt.
tu me mets des trucs, une réponse. Plus bel arrêt. Je sais même pas. C'est fou quand on te dit ça. J'attends, mais non, mais il faut vraiment que j'en trouve un. Quel est celui qui me marque plus que les autres? On va dire un des premiers de ma carrière. Allez, Sedan OM 0-0, premier match de championnat, je sais plus en quelle année. Voilà. Ce qui te fascine chez les gardiens? Cette capacité à prendre autant de buts sans se décourager. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Un gardien qui sort de son rôle de gardien, qui parle trop et qui est trop exubérant. La charnière la plus forte devant toi? Siani Planus. L'attaquant le plus coriace face à toi? Cavani. Ton modèle? Fabien. Quand tu vois la situation des Girondins aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Que j'ai bien fait de faire ma reconversion. L'exercice que tu détestais? Discuter avec ma direction. Ton geste préféré? Lever les bras en l'air quand on marque un but. Si je te dis Carasso? Ouais. Carasso, fais-nous la parade. Ouais, c'est Anvers. C'est un match important qui ne veut pas dire grand-chose. Une double confrontation, on fait 0-0 et on se qualifie au pénalty. C'était pour moi pas facile, comme tu en disais, d'être formé à Marseille. La reconnaissance du peuple marseillais du passage de gamin de Marseille à professionnel. Les bords de la Garonne, à Toulouse ou à Bordeaux? Là, je peux pas choisir. Comme je dis, c'est bien sûr Bordeaux, je suis attaché, j'ai joué 8 ans. Toulouse, je suis resté qu'1 an, mais je garderai énormément et profondément énormément de respect pour la ville et pour le club. Donc, je peux pas choisir. Le poker, ça t'a servi dans ta carrière de gardien? Un petit peu, mais c'était plus un hobby. C'était à des moments où tu as besoin de t'évader de ton cerveau et de penser à autre chose. Mais oui, ça te sert toujours. Ouais. Un peu le bluff, un peu le côté duel. Ouais, le côté duel, sensation, essayer de comprendre ce que l'autre il veut savoir, il veut faire et l'anticipation. Une sélection en équipe de France, t'aurais voulu en avoir plus ou c'est déjà ça? Non, parce que ce soit une ou 45, j'ai fait 45 matchs en fait entre le banc et ou ma sélection. C'est pas grave. Enfin, l'important c'était d'être là les 45 fois en équipe de France. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Ouais, Alain Casanova, à Toulouse. Le conseil que tu donnerais au Cédric Carasso né à Avignon? Lâche rien. Beau conseil. Merci beaucoup Cédric. Merci d'avoir accepté de te confier sur ta carrière. Merci beaucoup. Merci à la galerie 7AB qui nous accueille ici à Bordeaux. Et puis on se retrouve nous pour un prochain épisode le 13 juillet avec un dernier invité pour cette saison 3. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. Les mains d'un gardien, c'est son outil de travail. Et pour ne rien laisser filer, vous le savez, il faut du grip. La dernière technologie des gants Decathlon a de quoi vous aider dans vos prises de balles. Le Giga Grip, avec ses 3,5 mm de latex et 3 mm de mousse, a une accroche parfaite. Selon votre style de jeu, vous avez le choix entre un gant plus traditionnel avec le Viralto ou un plus moderne avec le CLR. En Ligue 2, Florian Escalès et Pierre Patron les ont déjà adoptés. Donc si ça vous intéresse vous aussi, retrouvez tous les gants de Decathlon en lien dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast et de vous avoir proposé ce nouvel épisode.